à ce qu'on recherche et finalement l'impact qu'on a vraiment, qu'on ne mesure pas toujours. Il y a quelques mois, je n'aurais pas su répondre à cette question parce que je ne voulais pas y répondre. J'avais l'impression que parler d'impact, c'était un peu se vanter, c'était un peu prendre une posture au-dessus des autres. Non. Je ne vais pas dire l'événement d'hier. J'ai pleuré comme une madeleine. Et j'ai constaté qu'il y a une amie qui a pris la vie, qui a fait une vidéo. Il y a une jeune femme qui est venue. Elle dit, Envolé Gourmande, quand je suis que vous étiez là, je suis venue parce que vous avez changé ma vie. Je dis pardon. Oui, j'ai été très malade et finalement on a trouvé que j'avais, c'est pas une mode, j'avais vraiment la maladie cœliaque, je ne dois pas manger de gluten. J'ai dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai vu que sur YouTube, je dis YouTube, pour moi YouTube c'est une archive pour le moment, je ne suis pas active dedans. Elle dit oui, mais vous avez posté il y a quelques années une recette de gâteau de farine de manioc foufou du Cameroun avec la banane plantain et la noix de cajou. Je dis oui, c'est vrai. Ben alors, je l'ai reprise. Elle dit, ça, c'est ma sœur, elle est témoin. Tout le monde me félicite pour ça. Donc, la personne qui m'a inspirée, c'est elle. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment vous avez changé ma vie. J'avoue que je n'ai jamais fait ce genre de témoignage en direct parce que depuis 10 ans, même depuis mon blog, j'en reçois beaucoup. Mais ça m'a toujours gênée. Et on m'a dit non, ça n'a pas à vous gêner. C'est-à-dire, quelque part, ça montre que, OK, vous ne travaillez pas pour rien. Moi, aujourd'hui, je veux me lancer même carrément dans les farines parce que j'ai été inspirée par vous. Et par rapport à ma maladie aussi, ça m'a permis d'apprendre à faire plein de recettes. Et puis la créativité aussi, elle m'a dit, maintenant, je n'ai plus de frein parce que vous avez des vidéos dans lesquelles vous dites que, OK, la créativité, ça prend. Ne vous dites pas, oui, je ne suis pas créatif. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'idées. Mais les idées aussi se travaillent. Voilà. Donc, en fait, l'impact, c'est quoi? C'est que même si un petit enfant dans un quelconque village d'Afrique se dise, oui, cette nourriture-là, comme un enfant m'avait dit, oui, mais cette nourriture-là ressemble au caca, ça a un bon goût, mais j'aime pas la voir, qui se disent que cette nourriture qui ressemble au caca, non seulement est bonne, mais il peut aussi la présenter différemment s'il veut. Il n'a pas à avoir de jugement sur le produit, surtout qu'il est bon, mais c'est à lui aussi de prendre son destin en main. Je dis, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est toujours très gênant de parler de soi comme ça. Pour ce témoignage qui est aussi très inspirant. L'événement dont tu parlais, c'est donc... La NHIR, voilà. Bienvenue dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison, bâtir la maison en morée. Cette initiative vise à mettre en lumière les héros du quotidien qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ceux qu'on connaît parfaitement bien, ceux qu'on connaît moins bien et qui, au travers de leur art, de leur culture, du journalisme, de la communication, de la cuisine, du sport et de bien d'autres genres encore, même des initiatives incroyables qui méritent d'être connues et portées à l'attention du grand public. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir dans Mesaka pour la première fois une chef, et pas des moindres, puisque nous recevons chef Nathalie Brégongou, fondatrice des Envolées Gourmandes et de la première école au monde qui sublime les farines alternatives. Au quotidien, Nathalie contribue activement à valoriser la cuisine africaine et du monde, en endossant plusieurs rôles, celui de chef cuisinière, consultante en gastronomie, accompagnement des boulangeries et pâtisseries à la création et à la mise en place de nouveaux produits. C'est une experte en produits alimentaires camerounais, africains et des diasporas noires. Formatrice en marketing culinaire et agroalimentaire, et auteure du livre gastronomique « Mon impressible cuisine » qui a remporté en 2019 le prix du livre gastronomique de la Foire de Paris et en 2020 du World Cookbook Awards. Sans trop tarder, je vais laisser la parole à notre invitée. Bonjour Nathalie, bienvenue dans Mesaka. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette introduction pour te présenter un peu plus à nos abonnés et à nos auditeurs? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je rajoute juste quelques mots. En fait, je suis à la tête d'Envolées Gourmandes Group, qui est un écosystème à la fois littéraire, business, responsable aussi. Je parle d'alimentation en général, donc cuisine, pâtisserie, boulangerie, comme vous l'avez dit. Et puis, de plus en plus aussi d'épicerie fine. J'ai apporté ma veste et ma toque pour montrer aussi le travail que je fais avec Envolées Gourmandes Textile. En fait, Envolées Textile, je travaille avec ma sœur. C'est elle qui me customise mes vestes, qui me fait mes toques, etc., etc.
Voilà. Et en fait, j'ai mis au service des personnes ou des institutions ou des professionnels que j'accompagne toutes mes casquettes qui vont de la littérature à la cuisine en passant par le marketing, la vente et le développement durable. Très très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là, puisque je crois comprendre que tu avais une carrière antérieure avant de te tourner vers la cuisine, et dans un deuxième temps, nous parler de tes projets à court et moyen terme. Alors, comment j'en suis arrivée là? La cuisine a toujours été à la fois dans mon quotidien, dans mon ADN. Dans mon quotidien, parce que j'ai une maman qui cuisine beaucoup, mes grands-mères qui étaient qui avait un restaurant à Deschamps, une autre Deschamps, spécialiste aussi des farines, un grand-père agriculteur et puis un autre pêcheur. Voilà, donc j'ai toujours vécu au sein des produits agricoles. Et dans notre maison, j'habitais Bonabéry au Cameroun. On a toujours eu des avocatiers, des orangers, des plants de gombo. Bref, comme je le disais hier dans une intervention, j'ai jamais compris qu'on dise qu'on est pauvre, en fait, qu'on est un continent pauvre, parce que j'avais l'impression d'être dans l'abondance, surtout l'abondance agroalimentaire. Donc, j'ai toujours vécu là-dedans. On m'a jamais refusé, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi à 14 ans, t'as pas fait une école de cuisine? On m'a jamais refusé de faire quoi que ce soit. C'est juste que certains le comprendront. Quand tu as quelques facilités à l'école, parfois tu ne penses même pas que la cuisine c'était un métier. Pour moi, c'était une passion. On m'empêchait pas de la faire, mais je suivais un parcours, disons, classique, à la fois d'abord de littérature, ensuite de marketing, et j'ai travaillé longtemps comme responsable des ventes. J'ai fait des ventes complexes, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai toujours cuisiné parallèlement. Voilà. Et c'est depuis, disons, 2015 que j'ai lancé mon blog Envolée Gourmande, dans lequel j'écris. Là, je tiens à en parler parce que tout a commencé par mon blog et il continue, le blog. Pour moi, le blogging, c'est vraiment tout ce qui est classique, les photos, l'écriture. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos. J'en ferai peut-être de plus en plus, mais je garderai toujours ce côté un peu roots, un peu classique, un peu littéraire, qui est très important pour moi. Et quand j'ai su que je voulais aller au-delà de la simple écriture, de la simple présentation des produits et des terroirs, travailler même à partir de l'agriculteur, comprendre toute la chaîne des valeurs et aussi apporter ma contribution à l'édifice, là on parle de maison, c'est un peu la même chose, à l'édifice de l'alimentation, de l'agriculture jusqu'à l'assiette. À ce moment-là, j'ai quitté mon travail salarié dans lequel je n'étais pas malheureux, je tiens à le dire. On ne fait pas toujours son entreprise parce qu'on est malheureux. Moi, je fais mon entreprise parce que je veux aller plus loin et que je veux impacter les sains héritages aussi. Pas toujours financier, mais parfois d'idées et de posture. Donc, c'est pourquoi, en 2023, j'ai démissionné de mon travail salarié et que ça a étonné beaucoup de gens parce qu'ils sont convaincus que depuis des années, je ne fais que tout ce qui est alimentation. Non, tout ça, c'était vraiment à côté de mon travail salarié à plein temps. Donc, mais ça a été facile pour moi de faire la transition puisque j'avais déjà une petite notoriété concernant la cuisine, la pâtisserie et la boulangerie. Voilà. Et mes projets à court, moyen et long terme, à court et moyen terme, c'est vraiment faire parler de plus en plus d'Envolée Gourmande Academy et d'Envolée Gourmande Consulting, continuer à aller dans les pays africains. J'ai été au Maroc en octobre dernier, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été cette année au Bénin et dans mon pays, le Cameroun. Au Bénin, j'ai eu la chance de signer une belle convention avec l'association des boulangers-pâtissiers béninois. Voilà, donc j'ai signé beaucoup de conventions en début d'année et maintenant, en cette fin d'année, c'est vraiment déployer ce travail-là, comprendre les besoins des gens sur le terrain, travailler avec des écoles, avec des agriculteurs, avec des syndicats, etc., pour vraiment mettre en avant les richesses que nous avons. Moi, je dis toujours, au-delà de la cuisine, c'est d'abord les terroirs, c'est d'abord les richesses que nous avons qui peuvent se déployer de plusieurs façons, que ce soit en cuisine, que ce soit en cosmétique, que ce soit en médecine. C'est déjà comprendre ce que nous avons chez nous, identifier ces richesses-là pour pouvoir mieux les déployer. Donc, à court et moyen terme, c'est ça. Continuer, donc c'est aussi une bouteille que jette à la mer, hein, vous qui m'écoutez, continuer à avoir des contacts partout dans les pays africains et ailleurs pour la mise en avant de nos produits locaux.
Et puis à long terme, que Envolée Gourmande soit la plus grande école qui travaille sur le plan géopolitique, l'alimentation, marketing, vente, RSE et aussi des produits, les richesses des terroirs noirs. Super intéressant. On voit qu'il y a plusieurs ouvrages près de toi. Est-ce que tu veux nous parler d'un d'entre eux? Alors, rapidement, j'ai fait Gâteau du Monde aux éditions Ducasse. Donc, ils ont parlé ils nous ont demandé soit des recettes de beignets, soit des recettes de petits gâteaux de nos pays. Voilà, donc j'ai donné une recette de gâteau de manioc râpé, voilà, du Cameroun. OK, donc ça, c'est l'ouvrage. OK. Là, il y a Papy, qui est un ouvrage, un livre qui met en avant les portraits des chefs. Voilà, Dievel Malonga, il y a Georgiana Vieux, et chacun de ces chefs-là a choisi de parler d'un élément précis de la gastronomie. Moi, j'ai choisi les légumes feuilles, parce qu'on mange beaucoup de feuilles au Cameroun et que le ndolé, c'est le plat ou l'un des plats nationaux. C'est un très bel ouvrage, ça. Il y a celui-ci de mes amis BMK, donc Fousseni et son frère Abdou. J'étais invitée donc à donner une recette. J'ai parlé du poisson. C'était l'occasion de rendre hommage à mon grand-père qui est pêcheur. Voilà, j'ai parlé du poisson, j'ai aussi parlé du gari, que j'aime beaucoup parce que les Camerounais mangent beaucoup de gari aussi, contrairement à ce que les Béninois et les Togolais pensent, n'est-ce pas? On aime beaucoup le gari, et particulièrement les gens du littoral. Il n'y a pas un mariage dans le littoral sans le gari. Donc j'aime beaucoup le gari. Donc c'est cet ouvrage-là. Il y en a d'autres, comme celui d'Astou Cuisine qui vient de sortir, qui fait un très beau chemin dont j'ai fait la préface. J'ai aussi des ouvrages de développement personnel. Bon, restons dans tout ce qui est alimentaire. Là, c'est mon bébé qui s'appelle Mon imprécis de cuisine, que j'ai fait avec le docteur Gemdium. Il est sorti en 2019. Il a été réédité en 2020. Il est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Il a 80% de recettes végétales et sans gluten. Il a reçu 2 prix internationaux. C'est aussi un recueil de poèmes. C'est aussi un aspect que je n'ai pas dit. Je fais de la poésie et je prépare un recueil de poèmes sans cuisine, vraiment un recueil de poèmes. Donc, c'est recueil de poèmes, boulangerie et pâtisserie. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est laisser une trace. C'est laisser une trace, c'est laisser un héritage, c'est laisser quelque chose. Les livres ne pourrissent pas. Donc, quand je serai plus là, mes enfants, ceux qui ont acheté des livres, ils pourront se dire « Ah, elle avait eu telle idée, donc nous allons la continuer ou la modifier. » C'est pour inspirer, en fait. Voilà. Décidément, tu es dans tout. L'esthétisme, le stylisme, la cuisine. Les photos, je fais mes photos aussi. Ouais. En fait, je me sers, j'ai un but, une vision, c'est de transmettre. Et je me sers de mes talents, de mes compétences pour transmettre. Et si j'aime écrire, j'écris. Là, vous m'avez invité, j'en suis fort honorée, je parle. Voilà, c'est ça. Eh bien, justement, tu as évoqué un mot-clé extrêmement important, qui est la transmission. Et chez Misaka, c'est hyper important pour nous de mettre en lumière les contributions de chacun. Alors, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu penses, même si tu m'as déjà un peu emboîté le pas, impacter le continent, la diaspora, avec tes différentes activités et tes différents projets, même si tu nous as déjà un peu parlé de l'impact que tu recherchais au travers de tes différents... Non, la question est hyper importante parce qu'il y a ce qu'on recherche et finalement, l'impact qu'on a vraiment, qu'on ne mesure pas toujours. Il y a quelques mois, je n'aurais pas su répondre à cette question parce que je ne voulais pas y répondre. J'avais l'impression que parler d'impact, c'était un peu se vanter, c'était un peu prendre une posture au-dessus des autres. Non. Je ne vais pas dire l'événement d'hier. J'ai pleuré comme une madeleine. Et j'ai constaté qu'il y a une amie qui a pris la vie, qui a fait une vidéo. Il y a une jeune femme qui est venue. Elle dit, Envolée Gourmande, quand je suis que vous étiez là, je suis venue parce que vous avez changé ma vie. Je dis pardon. Oui, j'ai été très malade et finalement on a trouvé que c'est pas une mode, j'avais vraiment la maladie cœliaque, je dois pas manger de gluten. J'ai dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai vu que sur YouTube, je dis YouTube,
Pour moi, YouTube, c'est une archive pour le moment. Je ne suis pas active dedans. Elle dit, oui, mais vous avez posté il y a quelques années une recette de gâteau de farine de manioc, foufou du Cameroun, avec la banane plantain et la noix de cajou. Je dis, oui, c'est vrai. Ben alors, je l'ai reprise. Elle dit, ça, c'est ma sœur, elle est témoin. Tout le monde me félicite pour ça. Donc, la personne qui m'a inspirée, c'est elle. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment vous avez changé ma vie. J'avoue que je n'ai jamais fait ce genre de témoignage en direct parce que depuis 10 ans, même depuis mon blog, j'en reçois beaucoup. Mais ça m'a toujours gênée. Et on m'a dit, non, ça n'a pas à vous gêner. C'est-à-dire, quelque part, ça montre que, OK, vous ne travaillez pas pour rien. Moi, aujourd'hui, je veux me lancer même carrément dans les farines parce que j'ai été inspirée par vous. Et par rapport à ma maladie aussi, ça m'a permis d'apprendre à faire plein de recettes. Et puis la créativité aussi, elle m'a dit, maintenant, je n'ai plus de frein parce que vous avez des vidéos dans lesquelles vous dites que, OK, la créativité, ça prend. Ne vous dites pas, oui, je ne suis pas créatif. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'idées. Mais les idées aussi se travaillent. Voilà. Donc, en fait, l'impact, c'est quoi? C'est que même si un petit enfant dans un quelconque village d'Afrique se dise, oui, cette nourriture-là, comme un enfant m'avait dit, oui, mais cette nourriture-là ressemble au caca, ça a un bon goût, mais j'aime pas la voir, qui se disent que cette nourriture qui ressemble au caca, non seulement est bonne, mais il peut aussi la présenter différemment s'il veut. Il n'a pas à avoir de jugement sur le produit, surtout qu'il est bon, mais c'est à lui aussi de prendre son destin en main. Je dis, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est toujours très gênant de parler de soi comme ça. Pour ce témoignage qui est aussi très inspirant. L'événement dont tu parlais, c'est donc... la NHIR, voilà. Et forcément, il est évident qu'avec toutes les activités, toutes les différentes casquettes que tu portes, tu dois forcément être confronté à des challenges quotidiens qui parfois peuvent être plus ou moins difficiles à surmonter. Est-ce que tu veux nous en donner un ou deux avec lesquels tu dois composer au quotidien Les challenges, c'était déjà que j'aime faire beaucoup de choses. Je n'ai jamais voulu qu'on me mette dans une case. Et avec le temps, avec l'expérience, en discutant aussi avec les gens, j'ai compris que à un moment... même si on ne choisit pas, parce que j'ai jamais voulu choisir, j'ai un cerveau qui aime beaucoup de choses, il faut prioriser. Voilà. Donc j'ai appris à prioriser. Je me suis interrogée pour savoir ce qui me faisait vraiment vibrer. C'est tout ce que je faisais, mais qu'est-ce que j'allais mettre en avant? Donc, ce que je mets en avant, c'est vraiment le partage et la transmission. Donc, par le biais de ce partage, de cette transmission, je suis allée jusqu'au bout de mon propos. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux, mais ça commence. J'ai dit, je vais mettre sur pied un centre de formation. Ce centre de formation me permet de faire activer, en fait, toutes mes casquettes et de faire aussi intervenir des personnes dont j'admire le parcours dans les cours que je donne. Donc, ça me permet aujourd'hui de dire, OK, je peux passer des nuits blanches pour faire de la recherche sur le produit. Et c'est ces produits-là que je vais mettre dans mes formations. Je peux aider quelqu'un par rapport à son projet à affiner son offre, son positionnement, parce que je suis aussi ingénieur marketing. Je n'ai pas à renier ce que j'ai pour faire plaisir aux gens et dire que je ne rentre pas dans une case. Je suis ce que je suis et c'est ça ma singularité. Donc j'apprends aux gens à se baser sur leur différenciation, leur singularité. Mais pour ça, il faut prioriser. Sinon, on se perd. Sinon, on s'embrouille. Pendant longtemps, on m'a demandé, mais Nathalie, tu fais quoi au juste? C'était la question que j'avais tout le temps. Est-ce que tu es une personne, une écrivaine qui aime cuisiner? Tu es une cuisinière qui aime écrire? Tu fais quoi exactement? Donc, j'apprends à répondre à cette question-là, mais sans renier mon identité qui est une pluralité d'envie et de talent. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux que tes clients retiennent de toi? Est-ce que tes clients, tes partenaires, les personnes qui viennent vers toi, c'est quoi, si tu avais un message à leur donner, c'est quoi? C'est la diversité de ce que tu fais? C'est l'ouverture vers une cuisine différente, vers des produits nouveaux ou auxquels on est moins habitué? Alors, je ne veux pas qu'ils retiennent quoi que ce soit de moi. Je vais prendre la phrase de Cédric, qui est un Béninois. Donc, le premier garçon de mon centre de formation et qui est resté longtemps le seul garçon. Maintenant, il y a aussi Stéphane. Et qui m'a dit, Nathalie, en fait, il me suit depuis longtemps. Il a assisté à ce que je fais depuis longtemps quand je travaille qu'avec les particuliers aussi. Et il me dit, en fait, je pense que
tu fais du développement personnel par le biais de l'alimentation. Parce que la puissance, les choses dans lesquelles je me suis lancée en travaillant avec toi, en fait, tu montres qu'il n'y a pas de frein. Ni un frein d'idées, ni un frein d'âge, rien du tout. En fait, c'est ça. Aller au bout de ses passions en se basant sur sa singularité, sans crainte comment dire ça, des remarques quelconques, parce qu'on sait où on va aller et on se donne les moyens d'arriver à la fin de son chemin, ou au bout de ses idées. Voilà. Donc, en fait, je ne veux pas qu'on retienne quoi que ce soit de moi. Moi, je retiens ce que, selon eux, ils prennent de ce que je leur apporte. C'est-à-dire une force, une envie, une passion et même une folie qui permet d'arriver au bout de ses rêves. Voilà. Très, très clair. Avec tout ce que tu nous dis, on a envie de te demander, parce que tu es une source inépuisable d'inspiration, et on a envie de te demander justement s'il y a une citation ou un proverbe qui t'inspire quotidiennement, et pourquoi? Alors là, est-ce qu'il y a une citation qui m'inspire quotidiennement? Faire ce qu'on a à faire sans rien attendre en retour. Je ne sais pas si c'est une citation, un proverbe, je sais pas. Pour moi, c'est ça. Voilà, faire ça sans rien attendre en retour. Et puis, parfois, on me demande, tu te reposes? Quand je dis, mais je repose, très bien. Mais si c'est arrêter mes activités, ben, ça sera le jour de ma mort. Mais faire vraiment ce qu'on aime avec le cœur et surtout, ça on l'oublie souvent, ne pas oublier de remercier les personnes qui sont autour de nous. Parce que tout ce que je fais ne serait pas possible toute seule. J'étais à la NHA, j'étais extrêmement fatiguée hier. Les gens d'Envolée Gourmand Academy étaient là pour travailler. Ma fille est venue faire le démontage. Il y a plein de gens. Mon mari m'a beaucoup aidée. Ma fille est là tous les jours. Ma sœur, elle me fait des tocs. Donc, c'est parce que je suis aussi entourée que je peux avancer. Donc, en fait, ne jamais oublier qu'on est entouré de gens qui nous poussent et qui nous portent. L'histoire de « j'ai tout fait tout seul », on a beaucoup d'idées, on fait beaucoup de choses, mais c'est impossible de tout réaliser tout seul, même si on peut être chef d'orchestre. Donc c'est vraiment ça. Donc faire des choses avec le cœur jusqu'au bout, mais ne jamais oublier l'entourage, dire aux gens qui nous entourent, les gens qui sont là, qu'on les aime. Et c'est très intéressant comme réponse, et on ne l'entend pas souvent, mais c'est vrai que... Du coup, j'ai envie de te demander également sans transition, puisque Mesaka... Sans transition. Puisque Mesaka s'est quand même aussi orienté beaucoup vers l'Afrique et sa diaspora. Quels sont, selon toi, aujourd'hui, les 3 ingrédients, pour rester dans le jargon, qui manquent ou qui manqueraient à l'Afrique d'aujourd'hui pour qu'elle puisse avoir davantage d'impact, y compris par sa diaspora? Les 3 ingrédients qui manquent, ou qui ne sont pas encore tout à fait développés. Je pense qu'il faut déjà que les gens prennent conscience de leur richesse et de leur force. C'est d'abord ça. Parce que c'est comme, c'est peut-être un exemple bateau, il y a des filles qui sont belles, elles ne savent pas qu'elles sont belles. Parfois, c'est quelqu'un qui dit, mais est-ce que tu t'es vue? En fait, on ne sait pas. Beaucoup de gens ne savent pas quelle est la puissance des produits qu'on a, des terroirs qu'on a. Et c'est pas seulement en agriculture, hein. C'est la même chose dans le textile, c'est la même chose dans les arts, c'est la même chose. Il y a tellement de choses qu'on a. Mais soit pour certains, c'est trop, comment dire ça, c'est normal, on a vécu là-dedans, mais on ne se rend pas compte de ce que ça apporte au monde. Soit on a peut-être grandi dans des familles, on a peut-être beaucoup dénigré ce qu'on avait. Et on avait l'impression qu'il n'y a que ce qui vient de l'extérieur qui est bien. Donc, première chose, prendre conscience de ce qu'on a. Je pense que c'est d'abord ça. Quand on prend conscience de ce qu'on a, de qui on est, on accomplit de grandes choses. Donc, quand on prend conscience en général de ce qu'on a, il faut aussi identifier ce qu'on a. Donc, quand on identifie ce qu'on a, ça permet de faire une classification. Là, on rentre déjà dans quelque chose d'un peu plus rigoureux, d'un peu plus technique. Mais au début, la prise de conscience, c'est plus, je peux dire, c'est plus spirituel, quoi. Voilà. Ensuite, je pense aussi que on a l'habitude, pour les Africains, je suis désolée de le dire, de cacher beaucoup de choses. On cache les choses parce que il y en a qui ont partagé
et ça leur retombe dessus, hein. Ça arrive aussi. Il y en a qui ont partagé et puis c'est pas toujours du goût de tout le monde. On vous met des bâtons dans les roues, mais la puissance du réseau, la puissance du partage, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, n'ayons pas peur de nous rapprocher des gens pour mener à bien nos projets, parce que plus on est ensemble, plus on se donne de la force, on se donne des tuyaux et on va encore plus vite. Donc, c'est vraiment ça. Donc, prendre conscience des richesses, les identifier et puis être dans des réseaux pour pouvoir avancer plus vite. Ça fait 2. Non, c'est 3. Prendre conscience, identifier les forces, identifier les produits, identifier les richesses. Parce que prendre conscience, c'est plutôt quelque chose de spirituel. Identifier les choses et ensuite passer à l'action, mais par le biais aussi des réseaux, des partages. Voilà, c'est ça. Eh bien, la dernière personne qu'on a reçue Oui. dans les ACA a laissé une question pour toi. Oh, yeah. Sans savoir que ce serait toi qui aurais à y répondre. Donc, Ok. je te pose. Et cette question est la suivante. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais au toi d'il y a 10 ans? Il y a 10 ans, j'étais où? Je faisais quoi? Ok, nous sommes en 2025. Donc c'était il y a 10 ans. Si je calcule bien, c'est 2015, c'est ça? Ah mais ça tombe bien. Je me suis écoutée. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Donc en novembre, le 30 novembre 2015, j'ai demandé une disponibilité à mon entreprise pour 1 an. Et je suis partie 4 ans et demi. Je suis revenue dans mon entreprise en janvier 2020, 2 mois avant le confinement, tout en leur disant que je sais exactement où je veux aller, ce que je veux faire. J'ai besoin d'argent, ou d'aller chercher un autre emploi. Je reviens là, mais sachez que je ne resterai pas plus de... Je suis revenue en 2020, voilà, et je suis partie en 2023. Donc je partirai en fin 2023, et c'est ce que j'ai fait. Mais pendant ce temps-là, donc en 2015, quand j'ai pris du recul, voilà, j'ai dit, OK, j'ai lancé mon blog il y a 1 mois, en octobre. Apparemment, ça plaît beaucoup aux gens. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? J'ai envie d'aller très loin dans tout ce qui est alimentation. Je fais des choses de façon empirique. Je n'ai pas de formation là-dedans pour que mon propos soit solide autant que j'aille dans une école. Donc, j'ai fait une école de cuisine entre 2016 et 2017. OK. Je n'ai pas appris dans l'absolu à cuisiner, mais ça m'a appris une certaine organisation, une certaine rigueur par rapport à mon projet aussi d'enseignement de la cuisine. Voilà, donc c'était ça. Qu'est-ce que je dirais à moi il y a 10 ans? Tu as bien fait de t'écouter, de prendre du temps, de prendre du recul et de faire le point sur tes compétences, tes talents, tes envies. Donc c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 3-4 ans, j'ai fréquenté aussi plein de gens, j'ai assisté à plein de réunions, j'étais dans un incubateur HEC, j'ai regardé plein de choses. Je savais ce que je voulais faire, de quelle façon je voulais le faire. Ça a toujours été autour de l'agroalimentaire, mais comment? J'ai dit en gardant tout ce que je suis, toutes les casquettes que j'ai. Pour certains, ça peut être une tare, pour moi, c'est une force de pouvoir travailler avec un restaurateur, de lui dire que, OK, peut-être que pour ton offre, tu pourrais faire ça et ça et ça, parce que j'en ai les capacités aussi. Donc, c'est ça. Donc, s'écouter, et je me suis écoutée. Donc, moi, il y a 10 ans, je dis, Nathalie, tu as bien fait de t'écouter. C'est ça. Ouais, c'est l'essentiel. Voilà. Et à ton tour, quelle est la question que tu voudrais laisser à notre prochaine bâtisseuse? Alors, je ne sais pas qui sera là, mais ma question sera simple. Qu'est-ce qu'elle va laisser comme héritage? Je ne parle pas seulement d'argent, je parle de projet, je parle d'une prise de conscience quelconque, je parle d'une posture, je parle d'une idée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense laisser comme héritage à la prochaine génération, à commencer déjà aussi, passons pas de la génération, par les enfants qui sont dans la maison. Parce que quand j'entends ma fille me dire « Maman, je te vois travailler », et ça m'édifie. Donc parfois, notre façon de faire aussi peut inspirer ou repousser nos enfants. Donc qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'elle voudrait apporter
ou laisser comme héritage aux générations futures? Voilà, c'est ça ma question. Très très belle question qu'on ne manquera pas de relayer. J'ai une petite question bonus, puisque je sais que tu viens du Cameroun. Est-ce que tu peux nous donner donner un peu l'eau à la bouche à nos abonnés qui ne connaissent pas le Cameroun, qui y sont encore jamais allés, et ceux qui pourraient y découvrir? Est-ce que tu as sur le plan gastronomique? Gastronomique, culturel, comme tu le préfères. Alors, je vais parler du plan gastronomique. Donc, s'ils ne connaissent pas encore ce qu'on mange au Cameroun, ben, il faudrait qu'ils se dépêchent. Ah là là, les casse-pieds. Alors. Ben, je leur dirais que la gastronomie du Cameroun, à l'image du pays, on appelle souvent le Cameroun l'Afrique en miniature parce qu'il y a des climats, il y a des faunes et des flores complètement différentes. Quand on va au nord, c'est à la frontière avec le Tchad. Le Cameroun est frontalier avec donc le Tchad, le Nigeria au nord, avec le lac Tchad, et autour du lac Tchad, il y a le Niger. Donc, en clair, dans le nord du Cameroun, on va trouver certains des produits sahéliens, parce que le climat est comme ça. Quand on va dans le sud, à la frontière du Gabon et du Congo, donc c'est la forêt du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt du monde, avec le plus de variétés en fait d'essences, on va trouver une autre façon de cuisiner, des plats en sauce avec beaucoup d'épices différentes, des herbes aromatiques. Même chose quand on part à l'est du Cameroun, c'est à la frontière de la Centrafrique, c'est encore autre façon de faire. Et à l'ouest du Cameroun, quand je dis l'ouest, on divise comme ça en quatre. À l'ouest du Cameroun, il y a toute une partie du littoral et une partie vraiment de l'ouest du Cameroun. Dans l'ouest et le nord-ouest du Cameroun, il y a des sauces, la sauce jaune, dans laquelle il y a entre 20 et 25 épices. Je discute souvent avec un chercheur camerounais, Tegia Boni. On se dit toujours, mais ça devrait figurer dans le record Guinness, mais il faut que quelqu'un y travaille. C'est l'une des sauces qui a le plus d'épices. Donc, il y a tellement de nourritures différentes. On mange des féculents, on mange des céréales, on mange de la viande, du poisson, on mange plein de feuilles différentes. Et chez moi, dans le littoral, c'est beaucoup de poissons. Et les crevettes. C'est pas pour rien que dans l'Indolais, il y a les crevettes. Et le nom du Cameroun même vient de crevettes, Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. Et je dis toujours qu'il y a des plats africains ou camerounais qui peuvent être très longs à cuisiner, comme plein de plats du monde, parce que même les Africains me disent oui, mais nos plats sont trop longs. Je dis il y a des plats français qui mijotent des heures. On a aussi des plats, vous prenez une crevette, en 5-10 minutes, vous faites quelque chose avec une crevette qu'on mange très bien, avec des légumes qu'on mange très bien. Donc, je dis, c'est la variété. Venez au Cameroun, allez dans les restaurants camerounais, fréquentez des Camerounais, abonnez-vous à mon blog, soyez curieux, achetez des livres. C'est la grande variété de la gastronomie camerounaise que je recommande. Mais de tout ce que tu as dit, est-ce que tu peux nous partager par exemple un plat qui est dans ton imprécis particulièrement, que tu nous recommandes à tous d'essayer, de goûter? Alors, ça ne sera pas un plat de mon imprécis, parce que mon imprécis, c'est un livre de poésie, de pâtisserie et de boulangerie. On peut prendre quelque chose parce qu'on va travailler la farine de manioc, le foufou, mais si c'est un plat vraiment camerounais, je préfère prendre quelque chose de très simple, comme les crevettes. D'accord. Voilà, vous faites sauter vos crevettes avec de l'ail et de l'oignon, ou bien un condiment. Moi, on appelle ça des boulanes chez moi, mais c'est le condiment. Il y a plein de condiments qu'on fait partout. Vous écrasez, c'est pas moi, du poireau avec un peu de persil, de l'ail, de l'oignon. Vous faites sauter vos crevettes avec. Ça ne prend pas plus de 7 minutes. Franchement, la crevette se cuit très vite. Et avec ça, vous allez manger soit votre, je ne sais pas moi, des morceaux de manioc que vous aurez cuit, soit même ce qui est déjà préparé. Parce que nous, on fait ce qu'on appelle les bobolos ou le miondo. C'est du manioc fermenté qui est déjà cuit, que les gens peuvent le faire chez eux. Mais il y a des femmes ou des familles dont c'est le travail, et c'est déjà très bien fait, que vous réchauffez juste,
et que vous mangez. Ça ne vous prend pas plus de 10 minutes de manger ça. Il y a aussi la cuisine de rue que j'aime beaucoup. Il y a ce qu'on appelle le pain chargé. J'aimerais bien faire un livre intitulé Le pain chargé. Je vais le faire. Je trouve que c'est la meilleure définition du sandwich. On prend le pain, on le coupe, on le charge. Quoi de plus simple? Et il y a les chargements du genre avocat, sardine, avocat salé avec des oignons. Il y a même omelette et spaghetti. Et on charge ça. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc je dis aussi que les cuisines de rue, c'est aussi tout un champ d'exploration. Voilà, donc je recommande des choses très simples et qui sont bonnes. Et puis je ne parle pas des fruits. Donc vous pouvez manger des fruits toute la journée. Voilà. C'est vraiment le continent comme J'ai pas osé. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de fin à nous partager? Un mot de fin, moi je vais dire merci. Merci. Honnêtement, chaque fois que je peux parler de mon activité, c'est parler de l'Afrique aussi, c'est de parler des richesses de l'Afrique. Et je ne suis pas fermée. Je dis aux gens, moi je vis en France. Je parle des produits locaux, donc je parle même, quand il le faut, des produits locaux français. Et même des gens que j'accompagne, si quelqu'un aux États-Unis, on va parler des produits locaux américains. Parce que les produits locaux ne doivent pas être français ou béninois s'il vit aux États-Unis. Donc, il va prendre des produits locaux, disons américains. Par exemple, je connais une fille de la Guinée-Bissau. Et elle va aussi faire venir ses produits locaux de Guinée-Bissau. Mais là où on est, il faut s'intéresser aux produits locaux, à l'agriculture. Celui qui s'intéresse à l'agriculture, il célèbre un peu plus la nourriture parce que l'agriculture est difficile. Franchement, même quand vous avez un petit jardin à la maison, c'est un accomplissement pour vous de voir votre tomate pousser et vous la mangez pas pareil que ce que vous achetez, quoi. Voilà. Donc, un dernier mot, c'est vraiment merci de m'avoir invité parce que c'est un honneur, c'est un plaisir de parler, de discuter. Je suis bavarde, vous avez vu. Bien, merci beaucoup, un grand merci Nathalie pour cet échange qui était vraiment très intéressant et instructif pour tout un chacun. Merci pour ton temps, ta disponibilité, d'avoir accepté de te donner, de te prêter à ce jeu qui n'est pas toujours évident. Et j'ai envie également de dire au nom de tous les membres de Mesaka qu'on a été évidemment très très heureux de te recevoir. Merci à tous ceux qui se sont impliqués et organisés pour ce tournage. Merci à ceux qui suivront ce podcast sur nos différents canaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify et TikTok, Action_Mesaka, et à vous abonner. Et nous vous invitons également à découvrir les activités et actualités de Nathalie sur sa page Instagram. La page Instagram et surtout mon blog, mon site, envolegourmande.com au pluriel. Quand vous arrivez, il y a tout, formation, boutique, le blog, il y a tout. Laissez-lui les commentaires sur tous les plats que vous aurez essayés. C'était un plaisir encore une fois. Merci et au revoir, à bientôt.